Salut à vous, bande de tentacules. Aujourd'hui, on fait L'homme dans le labyrinthe, une campagne occulte contemporaine de Michael Mora. Et puis voilà. Et puis, je sais pas dans quel ordre on va faire ça, donc allons-y au pif. Donc déjà, qu'est-ce que nous promet la quatrième de couve de la boîte? États-Unis, de nos jours, un faire-part invite les personnages à l'enterrement d'un parent éloigné. En fait, il est pas si éloigné que ça, hein. Bon, après, blablabla. Les personnages sont plongés dans des arcanes familiaux dont les ramifications s'étendent bien plus loin que tout ce qu'ils peuvent imaginer. C'est vrai. Intrigue parentale, meurtre en série, phénomène inexpliqué, complot des services secrets, culte vaudou, légende ancestrale, 3 petits points. Michael Mora signe une intrigue passionnante qui, au fil des 5 longs épisodes, conduit les personnages des rues de San Francisco au plateau de tournage d'Hollywood en passant par les réserves indiennes d'Arizona, les villas luxueuses de la West Coast ou les repères des gangs mexicains. Tintin, 5 longs épisodes, ouais, le cinquième moins quand même, enfin on fera les détails après. Cette boîte contient 5 livrets composant une incroyable saga, à savoir c'est structuré, le premier forcément le point de départ, le cinquième livret forcément le scénar de conclusion, même si potentiellement en fonction des actions et des choix des PJ, c'est pas forcément, enfin voilà, on peut rebroder après. Et au milieu, le 2, 3, 4 sont des modules un peu à prendre dans l'ordre qu'on veut en fonction des choix et puis sur qui on enquête, vers quoi on se tourne et tout ça. Ou après, c'est le MJ qui peut décider aussi dans quel ordre il les pose. Mais c'est quand même mieux quand c'est les PJ qui choisissent. Un livret de règles, l'articulation à moi, un livret de règles pour gérer les parties. Oui, et puis bah, étonnamment, en fait, bon, c'est en gros un seul système Trinité étonnamment bien synthétise tout le truc bien, en fait. Voilà, je m'attendais à trouver un truc peut-être un peu trop squishy, et puis bah non. Et un livret de contexte pour maîtriser tous les tenants et aboutissants de l'intrigue, dont des personnages pré-tirés optionnels. Alors on reviendra dessus sur ce livret. Roleplay exigé, hein, ils te préviennent. Bah c'est mieux dans un jeu de rôle, là j'oserais dire, ça fait un peu packaging pour faire style, on est pour des grands. MJ expérimenté. Ouais, c'est pas complètement débutant, puis surtout juste après. Men in the Maze prend place dans l'univers de Trinité, un jeu de rôle développé depuis l'origine des 12 singes. Néanmoins, Men in the Maze constitue un jeu indépendant ne nécessitant ni connaissance ni ouvrage de Trinité. Voilà, Men in the Maze inclut pour cela un livret de règles. Donc le livret de règles est en fait quand même assez autonome. On t'explique qu'il faut 3D12. Là où on peut commencer à pinailler, certes, ça peut jouer sans. Honnêtement, ne pas connaître l'univers de Trinité, voire ne pas avoir accès à certains livrets, il y a des choses qui vont te passer un peu au-dessus de la tête, et même le MJ comprendra pas forcément vraiment les enjeux, et voilà. C'est vrai que c'est autonome, mais c'est vachement mieux avec certains livrets de Trinité, hein. Je vous le cache pas. Déjà, savoir exactement ce qu'est une Trinité, même si c'est expliqué dedans, forcément dans le jeu afférent, c'est quand même vachement plus fouillé. Et puis par rapport aux éolimes, par rapport au labyrinthe, par rapport à pas mal de choses, genre par rapport aux archons 3, c'est pas mal d'en savoir un peu plus, quoi. Surtout si on veut rebroder dessus. Mais je pinaille et c'est vrai que c'est autonome. Et voilà. Et sinon, hop, ça se compose d'une boîte comme ça qui s'ouvre et des 7 livrets qui sont tous à 32 pages et un de 16. Voilà. Le contexte est à 32 et c'est les mécanismes qui sont à 16. Voilà, et si on doit être honnête, j'ai fait que le lire 2 fois, une fois il y a longtemps et une fois il y a pas longtemps pour vous en reparler. Je l'ai jamais fait jouer, et si je le faisais jouer, oh surprise, je l'adapterais à Cabal ou à Nephilim. D'ailleurs, c'est un des points forts du truc, c'est profondément ancré sur l'univers de Trinité, mais l'air de rien, l'intrigue principale au final reste relativement adaptable pour du Cabal ou du Neph et sûrement d'autres jeux occultes contemporains, mais c'est quand même ceux que j'ai le plus le nez dedans. Et j'en irai pas plus en avant dans cette version 1 de la vidéo, enfin le début de la vidéo, je spoilerai pas. Donc contexte, hein, où on t'explique, les prêtres prennent quand même de la place, les mécanismes du jeu, le scénar de départ, indispensable, le scénar d'arrivée, et puis au milieu, tu intercales un peu ce que tu veux. Ah, Santa Muerte, que c'est joli. J'essaie de vous montrer les couves parce que c'est vrai que les couves sont sympas. Et c'est effectivement une grosse embrouille familiale, bien ancrée dans le monde de Trinité. Et voilà. N'en disons pas plus parce qu'après je vais spoiler.
De quoi qu'on peut poser aussi. Ça a une très bonne réputation au niveau du marché de l'occasion, ça s'arrache. Et l'autre truc, c'est que ça va un peu râler parce que la boîte et tout ça, c'est à 45 boules. Donc voilà. Tout ça, c'est à 45 boules. Maintenant, sur le marché de l'occasion, ça part facile à 50, 55. Et en assez rapide. Donc je voudrais dire, si on compare par exemple avec un kit de autre boîte, un kit de démarrage de Cyberpunk qui est raid, qui est quand même bien épais avec pas mal de matos dedans et qui a 10 euros de moins, et qui a quand même quelques de mes collègues avaient fait ouais 35 boules ça fait quand même rush. J'oserais dire bah ouais mais le kit de Cyberpunk d'un point de vue poids, rapport quantité-prix s'en sort mieux. Là où bah, l'homme des labyrinthes, il s'en sort bien, c'est que dans le rapport qualité-prix, bah, il nous rappelle que quand on achète du jeu de rôle, on fait pas que acheter au poids. Puis je dis ça, je suis le premier à être sensible quand j'achète un truc, j'aime bien que ce soit gros, épais, qu'il y ait 500 pages de background. Mais bah, c'est pas ça l'essence du jeu, hein. Si t'as 500 pages où tu t'emmerdes, hein. Et en l'occurrence, c'est un scénar où on s'emmerde pas. C'est un scénar qui est assez adulte parce que par exemple, violence et sexualité sont des compétences que vos personnages vont pouvoir acquérir. Parce que le thème aussi, bah, il y a tout le côté secret de famille et c'est pas des secrets gays. Et l'autre point aussi, c'est que bah, faudrait que je spoil. Par rapport aux enjeux du jeu, certains choix, c'est digne de, on est des cultistes de Cthulhu où on joue à Cabal, hein, très très clairement. Et puis voilà, puis je ne peux pas en dire beaucoup plus sur le background que j'ai envie de parler. Donc hop, on en revient. Un des trucs qui a fait qu'en fait, je pense, les gens ont été pas mal déçus, c'est que bah, vous voyez la taille des livrets, la taille de la boîte. Donc bah, l'effet qu'on trouve, bah, ça fait un peu un super grand paquet de Noël, puis qu'à l'intérieur c'est tout petit. Et le deuxième effet qui se coule, je pense, qui a frustré pas mal de monde, c'est que quand tu ouvres le fameux livret du contexte, bon, t'as déjà pas mal de petites pages qui servent à rien au début, et t'as une petite page qui t'explique que bah toi t'as pas la bonne version, qu'il existe une super version du jeu où en fait quand tu l'ouvres, la grande boîte sert à quelque chose et qu'il y a plein de trucs dedans. Et voilà. Alors qu'en fait ça aurait été à 45 boules avec tous les livrets entourés d'un écran comme savent le faire les 12 singes, tu vois, ils reprenaient le même dessin, même truc, puis que t'avais comme la collection clé en main ou ce qu'ils ont fait pour Ténébrae, bah les gens ils auraient peut-être moins gueulé. Mais là t'as un tel effet psychologique de choc quand tu ouvres une grande boîte et que tu découvres que c'est des petits livrets en mode plastique, pas du tout cartonné. Et puis voilà, un livret de 32 pages, c'est que bah, c'est que 16 feuilles à 4 quoi. Donc je pense la relativisation, le choc psychologique renforce le côté mais mon dieu ils ont oublié des trucs dans ma boîte. Bah, tu comprends bien que l'édition, c'est pas la Prestige, mais souscripteur était vachement plus waouh, et que bah, ils en ont franchement eu pour leur argent. Mais quand toi, tu te l'achetais juste dans le commerce pour 45 boules à l'ouverture, ouais, je comprends qu'il y a des dents qui ont grincé, alors que je suis à peu près sûr que si ça avait été voilà, présenté sous cette forme, tout plein de livrets, avec l'écran qui faisait le tour, alors que je pense même un écran qui fait le tour à la Ténébrae, ça doit coûter moins cher à produire qu'une grosse boîte comme ça. Eh ben, il y aurait eu moins de dents qui auraient grincé. Parce que t'avais pas la sensation de ah, pourquoi cet espace vide? Ils sont où les cadeaux, quoi, si tu veux. Et puis tu aurais eu un écran, parce que tu sais qu'il existe un écran pour Trinité, puis tu sais que tu l'as pas. Et bon, c'est aussi mes petits lubis personnels, mais on est quand même pas mal à le partager dans les rôlistes, de se dire, on aime bien les écrans qui vont avec le jeu, c'est toujours le petit truc en plus. Et en plus, là, l'écran, il est nécessaire, quoi. Le musiquage des choses. Enfin, voilà, c'est une bonne chose, l'écran. Si au niveau des médisances, bon, pas beaucoup de médisances à dire, hein. Par rapport au contexte, je voudrais dire, les fiches pré-tirées, s'il vous plaît, vous démerdez pour les mettre sur la même, voilà, sur la même page. En plus, il y a tellement de pages perdues hein, au début que, genre, la fiche des remerciements avec la super photo de tout ce que les acheteurs lambda ils ont pas. Ah, vous auriez peut-être dû la tirer à part pour la super grande boîte, parce que là, ça fait ah merde, on n'aurait pas eu ces deux feuilles là. Et ben en fait, on aurait pu avoir des fiches de perso présentées correctement, parce que ça, par exemple, hop, ça c'est un personnage, sa relation avec Jerry Sherman, qui est son demi-frère. Tu tournes, il y a 6 caractères, et là, hop, une autre fiche de personnage. Avec ses caractères, la relation, dans l'autre sens, hop, une autre fiche de personnage. Et à la toute fin, t'as les têtes. Donc en fait, avec une mise en page qui aurait peut-être, voilà, gratté à peine plus sur les feuilles perdues pour les gens qui n'ont pas eu tout le joli matériel, eh ben on aurait eu des fiches
de pré-tiré où tu avais effectivement l'histoire du pré-tiré, ses caracs, sa relation avec le demi-frère, sa tronche, et puis pour combler le petit blanc, bah, vous mettez son signe zodiacal, par exemple. Hein. À chaque fois, on a... Ouais, ça marche par archétype. Ton archétype, c'est tes compétences phares, et tes compétences phares dépendent de ton signe astrologique. Bah, par exemple, bélier, vous mettez la petite icône du bélier, et puis ça le faisait bien. Chose qu'on apprécie quand même, la fiche de perso est pas mal. Et c'est de la fiche de perso à révélation, donc ils sont bien démerdés pour que au début, vous ayez le truc normal, et quand vous commencez à avoir des pouvoirs spéciaux, des trucs occultes, des machins chelous, et en fait c'est dans la deuxième partie, ce qui fait que c'est une partie que tu donnes pas à tes joueurs au début. Voilà, c'est tout bête, mais du coup tu te dis de la bonne mise en page où ça a été bien pensé, parce que voilà. Si par exemple tout de suite, je ne vais pas vous le dire, voilà, je ferai la petite danse du spoil, mais voilà, ta fiche de perso te spoil pas. Ce cas, on va dire que c'est un minimum, mais c'est un minimum bien. Et sinon, dans les seules grosses coquilles que si je veux faire mon moins, je suis un casse-pied. Voilà. Le paracartographe, charmant nom. Le paracartographe, en fait, il est indiqué comme si c'était le deuxième livret de la collection, alors que c'est le premier. Et tous les autres, le 2 a bien le numéro 2, le 3 le numéro 3, etc. C'est vraiment de l'abruti, mais les ultra puristes, fans de collectionnistes, voilà, ils peuvent s'arrêter sur ce petit détail. Sorti de ça, les dessins sont de qualité, c'est plutôt clair, c'est bien écrit, et il est vrai que le scénario est très bien. De toute façon, Trinité n'est pas le jeu occulte contemporain le plus waouh acclamé, donc pour qu'un gros scénar lié à l'univers de Trinité soit réputé, surprise, fallait qu'il soit bien. En plus, il a un peu ce côté dark scénar que on joue pas des chevaliers blancs du tout, on joue des gens plutôt torturés. Et puis voilà, et puis je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler. Donc dans du spoil, les joueurs potentiels, vous voulez être joueur, tirez-vous. Ah, je vais spoiler comme un gros chaoui de bâtard que je m'en moque, que je vais spoiler. Donc voilà, hop, voilà, on va dire que tu as eu le temps d'appuyer sur tu t'arrêtes, hein, tu t'arrêtes, le joueur, tu t'arrêtes, tu vas te gâcher le plaisir. Donc, c'est quoi cette embrouille? Alors en fait, un des Éolim, à savoir une des grosses créatures, un des dieux de l'univers de Trinité, il est coincé dans le labyrinthe, l'endroit d'où les dieux viennent. Et tous les dieux, à l'exception des Gémeaux, sont barrés. Et il y en a un qui est resté coincé dedans. Et que ça l'a un peu, pour pouvoir sortir, il a dû se déchirer en deux. Et c'est le Scorpion. Et vous allez jouer la libération de la partie bloquée du Scorpion. Libération ou non. Parce qu'en fait, votre grand-père est quelqu'un qui est rentré en contact avec cette entité. Du coup, votre grand-père n'est pas quelqu'un du tout ni de sympathique ni d'équilibré mentalement. Du coup, il conçoit des enfants dedans. Il y en a 3. Vous êtes les enfants d'Henri qui copule, tire l'argot et qui du coup sème des chiards un peu partout sans s'en occuper. Et en fait, parce qu'il est marqué par la sexualité du Scorpion. Et du coup, vous allez jouer ces enfants-là qui ne connaissent rien de leur origine occulte, tout simplement. Et votre oncle, lui, il a décidé de zigouiller tout le monde parce que c'est pareil, il est rentré en contact avec certains secrets familiaux. Et puis du coup, il a un petit peu vu la lumière et puis joue Highlander parce qu'il pense qu'en butant tout le monde dans la famille, il va réussir à libérer son dieu et comme ça, ouais, je serai le roi du monde. Et puis du coup, il zigouille tout le monde et puis ça commence par le zigouillage, voilà. Puis après, vous faites le tour de la famille, il y a des disparitions, il y a des gens morts qui sont pas vraiment morts. Je ne vais pas tout vous gâcher, c'est bien fait. Quand ils disent pour MJ expérimenté, là où je les rejoins un peu, c'est quand même quelquefois, d'un point de vue explication, pour MJ pas expérimenté, il aurait fallu 2 à 3 pages, là où on n'en fait qu'une. C'est assez, c'est assez succinct. C'est pas du tout du démerde-toi et fais tout seul, mais il faut quand même avoir des petites marges d'improvisation. Tout comme pour bien comprendre tout cet enjeu cosmico-cosmique de la libération du Scorpion, c'est quoi, puis à quel point vous foutez les pieds dans un truc de bon niveau. Si vous connaissez Nef, là on est en train de parler de couronné. Enfin, on parle de gens qui comptent beaucoup, beaucoup dans le PNJ, dans les PNJ. Enfin, n'ayons pas peur des mots. Si vos PJ libèrent l'autre Scorpion, c'est-à-dire la partie brisée du dieu zodiacal du Scorpion, c'est la fin du monde. Voilà, c'est un tel acte occulte que les deux parties font oh tiens on est dans le même monde, on se retrouve, on fusionne, on redevient le dieu qui était à moitié pas bien, hein.
et hop, on fait une grosse réunion avec les frères et les sœurs, puis on en profite pour faire Endgame, Apocalypse, si on fait le bilan sur la création. Donc c'est un peu une campagne qui peut être une campagne de clôture de Trinité. Dans le jeu de Trinité, les Trinités étant à donf, dans le genre on va combattre pour le camp de la lumière avant que la fin du monde arrive, qu'une forme de jugement par les Éolim, puis sa storyline officielle et puis tout ça. Enfin, pas là pour parler de Trinité. Effectivement, Men in the Maze se base beaucoup et bien. D'ailleurs, hein, c'est des bons emprunts et ils utilisent des bons aspects du background sur le contexte de Trinité. Il y a une partie forcément qui peut pas être tout refilée, à savoir que on va reparler des Hermès Trismegistes, on va pas te remettre toutes les aides de jeu dessus. Ne parlons même pas de la hard, des trinités, de la vérité des éolimes et du labyrinthe. C'est-à-dire à chaque fois des petites versions concentrées de ce qui est l'indispensable utile pour pouvoir jouer, profiter un petit peu et comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc oui, c'est jouable sans connaître la gamme Trinité. C'est pas dégueulasse de la connaître quand même, hein. C'est un petit peu ce qui te met un petit peu de... Voilà, ça étoffe et c'est pas volé. Après, enfin voilà, c'est pas la gamme qui est impossible à trouver. Donc, n'allons pas couiner, il me semble d'ailleurs que c'est dispo en PDF chez 12 singes, mais je dis peut-être des conneries. On s'en moque. Et ce contexte, cette aventure, c'est quoi son contexte? Je vous l'ai dit, mais son déroulement, voilà, que j'ai les bons mots, c'est assez appréciable, hein. On est vraiment sur une bonne situation de départ où vous allez enquêter à droite et à gauche. En fonction des choix des PJ, vous allez privilégier certaines pistes et non d'autres. Et au final, la plus décevante, je trouve, qui a besoin d'être travaillé, c'est le 5e acte. Non pas qu'il soit décevant en soi, mais il est un peu court. Perso, je trouve qu'une fois que tu arrives dans la dimension où, en fait, dans la partie du labyrinthe, c'est même pas ça, il est coincé dans un micro-truc, un peu un micro-univers, et quand tu arrives dans sa partie micro-univers coincé, pour le sortir, c'est un petit peu court. Je trouve que ça gagne à être un peu développé. D'ailleurs, il n'y a que 2 actes dans le dernier livret. Tu dis oui, j'aimerais bien 3 actes. Donc j'incite tout un chacun à remettre du liant et puis des épreuves et puis des choses plus marquées sur vraiment vos PNJ qui ont brillé dans la campagne, les PJ qui ont fait des choses marquantes, que ça résonne, tandis que c'est un univers psychique et que les gens amènent aussi un peu de même. Donc Léoline qui était là à la base, il a donné une certaine forme. Les passages de vos aînés ont rajouté des choses. Votre arrivée à vous avec vos inconscients quand même bien torturés peuvent ramener des trucs. Le point de bémol qui peut décevoir certains, si vous avez des groupes de joueurs qui aiment vraiment bien le côté Cthulhu, on combat les méchants et puis en fait l'enjeu de fin il va être torché quoi, parce que quand vous avez une connaissance de la nature du scorpion, vous pouvez difficilement vous dire le libérer est une bonne idée. Surtout que vous voyez une partie de... Parce que c'est pareil, une fois que le scorpion il est coincé, le scorpion étant d'une nature très duel, il y a une partie de lui qui veut se barrer, et puis une partie de lui qui veut pas se barrer. Donc d'un côté il vous dit ouais venez m'aider, puis de l'autre, il y a une partie de lui qui fait non non m'aidez pas. Il est compliqué le scorpion. La partie de lui qui dit m'aidez pas, et je vais vous montrer le dessin quand même, ça vous met bordel, voilà. Ah, passage de tracteur. Voilà. Ah, ça donne envie d'aider le dieu, hein. Voilà, donc c'est pas lui, hein. Mais si vos personnages comprennent tout bien, ça c'est quand même une partie de lui, une partie de ce qu'il représente, une partie de ce qu'il est. Donc moi je veux bien, style on va libérer un dieu, mais quand tu commences à faire, c'est un dieu qui est ultra impulsif, à tendance violente, est-ce qu'on va libérer ça sur le monde? Donc je veux dire, ouais, si vos joueurs sont plutôt gentils, constructifs, et voilà, donc faut... Même les personnages, enfin c'est pas, voilà, vous jouez pas des purs psychopathes, quoi. Donc t'as vachement le côté, une partie divine en moi, arrête pas de me pousser sur allons libérer le dieu. Mais au final, parce qu'en plus c'est un sacrifice et vous voulez le faire en toute conscience de cause, quoi. Vous renoncez à votre corps et puis voilà, votre esprit va servir à nourrir cette grande divinité qui va complètement vous écraser et puis voilà, vous posséder. Est-ce que t'as envie de mourir pour sortir ça? Pas forcément envie de libérer Azathoth, c'est un peu... Voilà. Par contre, ouais, bien travaillé, bien amené, avec des gens bien gris, et puis des... Où vous dire, ouais non, finalement, moi que mes personnages ils connaissent tous les tenants et les aboutissants, peut-être pas forcément.
Voilà, parce que c'est pareil, hein, t'as une ligne qui dit bien qu'ils doivent faire en toute, voilà, toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause, est-ce que ça implique que ben, quand il va être ressorti, il va forcément chercher son autre partie, donc forcément voilà, provoquer la fin du monde? D'habitude, on propose plus aux joueurs d'éviter les fins du monde horribles, et là, c'est quand même soyez-en les principaux acteurs et provoquer l'inéluctable. Voilà, voilà. Vous avez quand même tout à fait le choix de dire non, non, on veut pas libérer le dieu. Donc, mais du coup, enfin, voilà, j'interroge. Le choix de fin, au final, je crois que n'importe quel MJ qui connaît un peu ses joueurs va déjà savoir dès le début vers quoi va se porter le groupe. Ou sinon, faut qu'il enrobe bien le bonbon, tout simplement. Ou qu'il joue une descente vers la folie voilà, des pré-tirés, parce qu'il y a quand même pas mal de pré-tirés borderline et qui découvrent des choses qui ne rendent pas tout à fait sain dans sa tête. Donc pourquoi pas? Mais à ce moment-là, oui, voilà, on est sur du jeu qui tire sur le Cabal. Pareil, enfin, c'est transposable à Cabal, même si ça va être plus compliqué par rapport à la cosmogonie de Cabal. Pour Nef, c'est relativement facile, hein. Un gros puissant Daemon enfermé, un très puissant vieux Sélénime enfermé, voire plus rigolo, je trouverais, ce serait un Archaïm Serpentaire coincé dans son monde intérieur, qui a fait de la résonance avec, voilà, qui s'est coincé dans son monde intérieur alors qu'il traînait dans une antiterre, mais que du coup ses descendants, vu que de toute façon les Archaïm font beaucoup de gosses dans l'idée de se reproduire, et qui peut faire partie des premiers Archaïm qui ont été réveillés par l'Abra Merlin. Voilà, un de ses descendants qui repasse. S'il est du Serpentaire ou d'un signe bien dark, du genre, ouais, genre bien marqué par l'Orichal, enfin, il y a des tas de manières de lier ça. Et en plus, vous aurez l'intérêt d'être moins cosmique. Et la particularité à la fin, que si effectivement vous décidez d'incarner le Caïm, de faire comme un certain Néphilim, Sélénime, qui a le don d'ubiquité, bah, d'avoir des personnages en fait qui jouent tous le même arcane dans des corps différents, et ça pourrait être une porte d'entrée très sympa pour jouer à Nef en jouant en plus. Bah, déjà les arcanes sont devenus très rares désormais, mais ouais, dans la cinquième, d'avoir un personnage bien typé qui tranche non pas par sa puissance, mais par son origine, puis le fait bah, voilà, ça dépendra, hein, vous avez 5 joueurs, ça sera un 5 en 1, un 4 en 1, j'en sais rien, mais ouais, ouais, ça donne des bonnes envies. Sorti de ça, le scénar est très bien écrit, les enquêtes sont bien sympas, les PNJ sont bien sympas. J'ai vu que quelqu'un sur le grog se plaignait un peu des accroches de scénar qui sont pas mal de quelqu'un de ta famille a disparu. Bah oui, mais je trouve ça cadre tellement en fait avec le thème de fond et le trip de fond que ça passe étonnamment bien. C'est le genre de truc qui me fait vite chier voilà, dans une campagne quand t'as tout le temps les mêmes accroches. Et ben là, ça fait pas du tout, enfin, ça m'a pas du tout donné cet effet. Ça fait au contraire, ah merde, je sais plus comment on dit ça en français. Enfin, quand t'as une répétition qui est là en fait pour bien souligner, non pas une figure de style, mais une thématique. Et il y a ça, quoi, c'est du règlement de compte familial avec tonton est gravement cinglé, il zigouille tout le monde. Et en ça, bah, j'ai trouvé ça bien, cette répétition, parce que ça enfonce le clou mais qui arrêtera tonton? Voilà, bah sur ce, je vous laisse là. Donc, faisons le résumé. C'est un scénar bien écrit qui, par sa fin, peut poser le problème de réussir à surprendre vos joueurs ou réussir à ce que vos joueurs soient surpris par leur propre choix. Voilà, si vous, en tant qu'MJ, vous arrivez à le masteriser pour qu'à la fin, les joueurs soient pas en mode tout blanc, tout noir et hésitent vraiment à libérer le gros bestiau, ça peut être très intéressant. Et en cela, bah, effectivement, roleplay exigé ouais, ça peut, ouais, voilà. Pour une vraie fin jouée autrement que non, on condamne pas le monde, le Strum il reste là où il est, ça peut être intéressant. Et la fausse polémique du prix, à savoir que effectivement, je pense que ça a fait d'autant plus mal que t'as une grande boîte, t'as des petits livrets, voilà. Et t'as pas l'écran. T'aurais eu l'écran quand enrobait le truc, je pense que ça serait vachement mieux passé. Puis si tu fais partie de ceux qui ont réussi à avoir la version super sous script avec plein de trucs intérieurs, je pense que t'es content et que toi t'en as eu plein mal pour ton argent. Les autres, ben ouais, le scénar est très bien. Et c'est pas un jeu au poids. Voilà, c'est un jeu, bah, c'est une campagne à la qualité, pas du tout au poids. Et la qualité de la campagne, elle est là. Sur ce, je vous dis à ciao les gens, jouez bien, bonne découverte à vous.